Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Nature & Co. Donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir François Sandrin qui est là pour nous parler d'un sujet. Ensemble nous allons débattre sur la viande de brousse. Mais avant de débattre sur ce sujet, nous allons partir et suivre un reportage sur la viande de brousse au marché de l'OCH. Merci. Tout d'abord, la viande de chasse sur moi, c'est du bio. Parce que ça quitte la forêt, c'est du bio. Bon. On ne se connaît pas que nous, tous les congélateurs, si on marché, on peut mettre ça au frais, tout le monde frais. Puis ce poulet, c'est qu'il va en frais aussi, tout, mais c'est pas comment vous l'avez l'ambiance. Viande de chasse, il y a l'ambiance, bouillon, moi, fumon, tomate, tout. Mais puis ce poulet, c'est qu'il y a aussi la fumon, c'est aussi, c'est bon, c'est tout. Ouais. Tu viens de chasse, il y a la produit chimique. Il y a dans la forêt, c'est du bio, il y a dans la forêt, il y a bon. Il y a mais or que ce poulet parfois, bon, faut que tu fais, parce que ça 2 mois dans un bateau, et puis ça comment tout. Mais c'est le problème que battre là au moyen. On a gagné 1000 francs, on a sous des ce poulet mais la média. Il est sorti dans mon bon bien tout. Ou j'ai ni moyen hein? Ou j'ai ni moyen, c'est un moyen que bien. Donc puis ce poulet que bien. Ngom que bien parce qu'il y a la viande fraîche là-bas qui abattre depuis l'abattoir. Je me cuise, je me 3500, je me sous moi kilo, 2 kilos. Mais ça me dit bien. Comment je me suis moi? Si vous savez que ça fait. On sait qu'il y a un gumba, il y a un gazelle, il y a un sanglier, il y a des cacous, il y a un antilope, je connais tout. Parce que moi je connais ça à tout moment. Mais la viande de chasse, toute la viande est bonne. La viande de chasse, c'est ce qui est bien. La viande de chasse qui est bien. Les sauces sont frais. Il y a qui fait que bol tout est frais. En tout cas, c'est ce que goût. Parce qu'il y a parfois les vannes, parfois il y a des gumba. On va faire des gazelles, on va faire des pangolins, on va faire des cacous. Tu vois? Donc, quand tu vois ce frais. Il y a qui l'avait. Non, mais en dehors de ça, quand on parle, non, viande de chasse, il y a une maladie, ou comment tout. Ça a été toujours resté comme ça. Même Mout est belle. Mais c'est bien, il y a un qui est là. Il y a cartouche. C'est qui est mauvais, il y a un câble et tout. Il y a frais, il y a frais. C'est comme ça. Nous, on a vu la viande fraîche ici à Mofimbono, la vache folle. Mais si on a frais, frais, tout. Égorgé, tu manges. C'est que mauvais, c'est peut-être un tambour, tout. C'est que frais, on filet, il y a vivant. C'est important. Il y a eu certains moments chez nous, on a souffert, on a fait. Hein? Et ils ont souffert, les gars qui vont ça, ils ont souffert. Parce qu'ils ont fait quelque chose de 7 mois, oh non, il y a le bola, tout, mais au Congo, c'est là. Nous. Même moi, j'ai mangé ça. Et je suis là vivant. Ebola qui. Bon, moi, j'ai parfois, un fruit, non, la vache folle. Un sous-main, parce que moi, j'ai fruit, il y a un balle, un ketchup, tout. Un kimboma. Mais peut-être comme ça, tu vas pauvre, reste le soumbia, peut-être un vivre. Oh, il y a la viande de chasse, il y a les bolas, tout. La vache folle, comme ça, la sauce, comme période de maladie. Donc, on va casser les yeux. Donc, la maladie, quand ça arrive. Donc, c'est comme ça. Donc, peut-être qu'il y a un choix, non, il y a des plaies. Nous, on mange tout. Tout est tout. Comment malade qu'elle veut, viande de chasse qui est malade, viande fraîche qui est malade, qu'elle veut, puis c'est poulet qui est malade, quand même une fois. Mais si, la chasse elle est fermée, ça veut dire qu'elle est fermée. Si tu fais ta tête dure, tu seras quoi? Tu seras malmené ou arrêté, non? Non, c'est un peu ça. Quand on vous prévient déjà, il y a des dates, quand on vous prévient que la chasse elle est fermée, c'est qu'elle est fermée. Donc il y a les eaux forêts qui sont là-bas, toutes les eaux forêts qui vendent, donc c'est une basique. Ça veut dire que nous, on va aux forêts, mais basiques. Parce que quand on dit oh, les médicaments de la rue, les médicaments de la rue, ça ne se vend plus. Mais si on voit les gens là qui sont là, qui vendent les médicaments de la rue, ça veut dire que ça revient demain. En fait, je vais bien voir dans le monde, peut-être souvent après ce poulet parce que ni le bac que moi passe. Moi passe tout. Mais si on me travaille sur chaque fin de mois, moi je viens de chasse. Moi, je viens de chasse, je suis dans l'abattoir, il y a frais, je mange pour moi tout. Parce que je connais ça, il m'a la fois que je me suis je viens de chasse quand la brousse, parce que dans la brousse, je suis dans la brousse, mais je suis dans la brousse, ou même je suis dans la brousse, parce que la forêt reste sur la forêt.
tu moi, ma viande fraîche avec des soumba, parfois même cuisse de poulet. Des soumba, déjà, un kilangome, que de bœuf. Des soumba, déjà, ma diague mingi. À quoi là, peut-être dia, tout. Donc c'est un peu ça. C'est rare que mouton de l'homme, c'est rare que si nous avons des gazelles qui sont là, pour moi, 6 mois, 7 mois. Si nous avons des gazelles, il y a 2 mois, 3 mois. Elle ne même pas aussi. Il au moins, quand on il c'est pas que tu vas frapper. Parce que c'est qui m'a dit. Même en Goma, on va viande fraîche. C'est un peu ça. Parce que moi, la gazelle, donc, tel un bébé. Donc, il n'y a que basque jamais. Il va permettre de faire basque tout. Donc, période de il y a période de période de il y a période de mais ce que hasard, il est moi. Parce que tu vois, elle est comment? Elle est manquée toujours. Mais c'est que là, vous avez période de mabanzi ya munu kele eki mbisi ya brusu ike mbisi ya mbote na kudia mekudia mone na bapangi ya munu ba congolais et que mbisi ina betke kudiaka faut bet za ba qualité ya mbisi parce que na mbisi in bet len baka bet me ko nourrir étant que animal domestique mulen baka imbwa bet tala na kati ya brusu ike na mbulu ina bage bogulaka que iba bogulaka na kumu me kuzimana même ba chacal ba iki hein maintenant ikene ba gorille grene ba kange me kulisa façon muntu ikele na ba simponger grene ba ko me kulisa façon muntu inike bibulu ya ko conserver na kati nature façon ba crocodile ba unyoso ke na kibanza i mosi mais vraiment kima ya kudia na beto ba congolais ikele mulene tuba toke façon mbuluku inkele kima ya kudia façon mpakasa inkele kima ya kudia mais bika nzambi sala ina mabanzu ya bantu kele na sosa kusala mais beno kudia ve babima ina me kusite parce ina baga kukanga kana yao mbala ya bubu ina ga kukufwa mbuluku ina ga kukufwa gorille, il y a quelque fois, Saint-Pongé, il y a quelque fois, il y a une émotion dans l'État. Nous allons débattre ensemble de la viande de brousse, donc un sujet assez vaste. Donc je vais laisser François se présenter et nous donner une petite définition de ce qu'est la viande de brousse. Merci. Donc moi je suis de formation ingénieur en agrodéveloppement international, spécialisé ensuite dans la gestion des ressources naturelles et le suivi écologique. Et j'ai travaillé principalement sur la thématique de la viande de brousse, notamment en Afrique centrale et en Amérique du Sud. La viande de brousse, qu'est-ce que ce sont en fait les viandes issues des animaux sauvages, terrestres et semi-terrestres, comme les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens. Et donc ces animaux dont la viande qui sont chassés principalement pour la consommation de leur viande. D'accord, donc il existe, j'imagine, plusieurs types de chasse par rapport à la viande de brousse. Peut-être que tu peux nous en dire plus. Oui, tout à fait. Donc il y a, je pourrais dire, peut-être 3 principaux types de chasse. Premièrement, la chasse vivrière, dont le produit est en fait réservé principalement à la consommation du foyer du chasseur. Ensuite, la chasse commerciale, dont le produit est destiné généralement principalement à la vente, souvent vers les grands centres urbains. Et il y a un autre type de chasse aussi, la chasse pour les trophées comme l'ivoire, les peaux, les os. Et là qui est donc un autre type de chasse qui n'est pas pour la viande mais pour les trophées. D'accord, donc par rapport à la chasse vivrière, chasse rémunératrice, quelle est pour toi la dangerosité de cette chasse vis-à-vis de l'environnement ou même pour les activités humaines futures? Premièrement, il y a les conséquences sur l'environnement, ce serait d'une part les espèces qui sont chassées. Il y a certaines espèces qui sont protégées mais qui sont quand même chassées, que ce soit pour la chasse vivrière comme pour la chasse commerciale. Et ensuite, la chasse commerciale a tendance à induire une surexploitation de la ressource faunistique due à la demande des marchés urbains. Donc ça, ce sont ça les deux grandes causes de grands impacts sur l'environnement. D'accord. Parce qu'on sait qu'il y a aussi des périodes d'ouverture et de fermeture de chasse. Le problème, c'est que durant la période de fermeture de chasse,
on retrouve encore et toujours de la viande fraîche sur les marchés de Pointe-Noire par exemple. Donc on se demande vraiment si ça a un intérêt ces périodes de chasse ou si au final les gens dans tous les cas ne le respectent pas. Donc, Bon, il y a déjà parfois une méconnaissance de la loi de la part des populations qui pratiquent la chasse. Et il y a aussi peut-être, comment dire, les périodes de chasse ne sont parfois pas forcément très indexées sur les exigences écologiques des espèces. Et donc normalement en théorie ça permettrait d'avoir un cycle de ces espèces qui justement arrive à se renouveler comme il faut. Oui. Mais justement avec cette chasse illégale, on a ces problèmes-là qui reviennent et ça ne permet pas à ceux qui chassent pour justement vivre d'y arriver. Je suis d'accord, il y a aussi l'aspect que dans ces milieux ici de forêts tropicales humides, entre par exemple le nord du Congo et le sud du Congo, les espèces peuvent avoir des cycles différents, se reproduire à des périodes différentes de l'année. Donc une loi, une période d'ouverture et de fermeture au niveau national et aussi ne remplira peut-être pas forcément ces objectifs justement de protection des espèces durant les périodes de reproduction pour favoriser leur cycle reproductif. D'accord. Parce qu'après au Congo, il y en a qui sont en charge d'appliquer ces lois, qui sont là pour justement dissuader et même rendre justice en fait aux animaux qui sont incapables de se défendre face à ces agresseurs. Tout à fait, oui. Il y a d'une part donc, le service d'eau et forêt qui est censé faire appliquer la loi faunique du Congo et aussi les services de gendarmerie qui peuvent donc mettre des amendes, même des peines de prison aux contrevenants. Les contrevenants qui soient donc chassent pendant les périodes de fermeture de la chasse, ou bien qui chassent des espèces protégées, ou qui des fois utilisent des techniques interdites comme la chasse au piège ou la chasse de nuit par exemple. Donc toutes les techniques de piégeage sont interdites. Les techniques de piégeage sont interdites. La plus utilisée ici au Congo, c'est en général les pièges à câble. Donc soit les pièges à collet ou bien les pièges à pattes, les pièges à câble métallique. D'accord. Parce que dans les marchés de Pointe-Noire, c'est vrai qu'on retrouve une quantité de viande de brousse, donc ça dépend sur les années, des fois même plus forte durant la période de fermeture de la chasse. Donc peut-être justement parce que les prix à ce moment-là, ils grimpent ou je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est assez inquiétant pour l'avenir. Oui, bon, la demande en viande de brousse n'est pas égale tout au long de l'année. On observe souvent au moment des fêtes de fin d'année, par exemple, une demande accrue qui se traduit sur les marchés par une plus forte offre en viande de brousse. Et toutes espèces confondues, espèces protégées, partiellement protégées et espèces et les autres. Ça tombe mal, j'ai envie de dire, parce qu'au moment des fêtes de fin d'année, c'est pile la période de fermeture de la chasse. Voilà, oui. C'est assez dommage que ça tombe à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on retrouve tout type d'animaux sauvages, bon, essentiellement des mammifères, hein. Je sais qu'il y a aussi des chenilles, mais c'est essentiellement des mammifères. Le souci, c'est qu'il y a aussi, comme tu as dit tout à l'heure, des espèces protégées, qui est important de sensibiliser les gens, justement. Donc déjà qu'on a une diminution de la majorité des populations, on va dire, à cause de cette chasse illégale, c'est vrai que ça pose souci. Oui. Donc, comme tu l'as dit, on peut observer une diminution des populations de mammifères, mais principalement des grands mammifères. Pourquoi ? Parce que les grands mammifères sont les espèces les plus recherchées par les chasseurs. Évidemment, ça rapporte plus de viande. Et si on regarde sur les marchés, sur des études de moyen à long terme, on observe que la proportion de grands mammifères par rapport aux petits est en baisse. On trouve maintenant beaucoup plus de rongeurs sur les marchés que par exemple de potamochères ou de céphalophes. Tu as aussi parlé des espèces protégées. Il y a des espèces protégées qui sont connues de tout le monde, comme le gorille, le chimpanzé par exemple. Ça, on va assez rarement le voir directement sur les marchés, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de commerce de ces espèces-là. C'est plus un marché plus caché, un marché noir pour ces espèces-là. Il y a aussi des espèces qui sont protégées au même titre que le gorille et le chimpanzé, comme par exemple les pangolins. Mais les gens ont plus de mal à comprendre pourquoi un pangolin est protégé par rapport à un gorille. J'ai entendu souvent les gens qui disent le gorille, on comprend pourquoi c'est protégé, c'est une espèce emblématique, c'est un gros animal. Mais le pangolin, cette petite espèce, pourquoi on nous empêche de chasser et de consommer ça ?
D'accord. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux grands animaux, grands mammifères qui sont peut-être moins chassés. Moins chassés. Ils ont été peut-être plus chassés avant, donc les ça. populations sont peut-être plus... C'est ça, donc ils sont moins chassés maintenant, et donc c'est peut-être aussi parce que c'est plus facile de transporter cette viande, ou alors les contrôles marchent peut-être un peu plus, donc du coup ça dissuade les gens de s'attarder sur une grosse proie, ou alors qu'il y a plus de disponibilité de cette petite viande de mammifères. C'est une question à se poser. Dans les milieux maintenant qui sont quand même fortement anthropisés autour de Pointe-Noire, les grands mammifères ont eu tendance à voir leur population baisser en raison de la chasse d'une part, et aussi de la destruction de l'habitat. Et les grands mammifères ont aussi en général des taux de reproduction plus faibles que les petits mammifères comme les petits rongeurs comme le porc-épic ou l'holacode. Donc par exemple, chasser un gorille, ça n'a pas du tout le même impact écologique que chasser un rongeur par exemple. Bien sûr. En fonction justement de leur taux de reproduction beaucoup plus faible et de leurs exigences écologiques pour pouvoir survivre. Bien sûr, donc oui, on comprend tout de suite l'intérêt de protéger un gorille plutôt qu'un rongeur. Donc c'est vrai qu'on a des espèces qui sont en voie de disparition. On a aussi des espèces qui n'ont pas forcément... on se soucie un peu moins d'elles, mais qu'on voit quand même que leur population diminue fortement, et que peut-être que dans les années à venir, on va commencer peut-être à s'inquiéter des petits mammifères qui eux aussi sont une source de viande au quotidien pour je disais tout à l'heure l'exemple du pangolin. Le pangolin, s'il est protégé au niveau national au Congo, c'est en raison parce qu'il connaît une forte pression de chasse, notamment pour le commerce d'écailles à destination des marchés asiatiques pour la médecine traditionnelle asiatique. Donc si le pangolin est protégé, même si c'est un petit mammifère, c'est parce qu'il connaît une forte pression de chasse. D'accord. Et peut-être que tu pourrais nous dire un petit mot aussi sur l'aspect sanitaire un petit peu de cette viande de brousse. C'est vrai que quand on entend, voilà, j'ai chassé de la viande de brousse, etc. Après on se demande si c'est très hygiénique, tout ce qui est matière de manipulation, de découpage de la viande, même de cuisson. Donc comme le commerce de la viande est illégal, il n'y a pas de suivi sanitaire obligatoire. Ça ne peut pas exister comme c'est illégal, il n'y a pas d'obligation réglementaire. Donc, et on peut s'imaginer facilement qu'un animal qui est tué en forêt et qui arrive sur un marché peut-être 2 ou 3 jours après, même s'il paraît encore frais, on peut se demander évidemment quel est l'état sanitaire de cette viande. Mais il y a le paradoxe, c'est que beaucoup de populations ici, beaucoup de gens ici voient la viande de brousse par un prisme un peu sentimental. Ça leur rappelle ce que mangeaient leurs grands-parents au village ou ce qu'eux-mêmes mangeaient au village. Et donc, il y a beaucoup de gens qui nous disent que ils ont l'idée que la viande de brousse est une viande saine, une viande biologique, et que c'est mieux de manger ça que du poulet congelé, bourré d'antibiotiques par exemple. Mais par exemple, on a vu aussi par exemple au Libéria pendant des crises d'épidémie d'Ebola, que la consommation de viande de brousse chute très fortement. Mais à peine le Libéria avait été déclaré Ebola free, la consommation avait repris au même niveau qu'auparavant. D'accord, donc c'est vrai que tout ça, ça peut transmettre des maladies si on ne prend pas attention à la viande de brousse. Donc c'est vrai que tu parlais de cet aspect peut-être plus sain, peut-être qui apporte des protéines, j'ai déjà beaucoup entendu ça, mais il y a aussi beaucoup de fruits qui apportent autant de protéines qu'une viande de brousse. Après, qu'elle soit plus saine, et l'aspect tradition me plaît, puisque c'est vrai que l'aspect tradition est fort ici au Congo, mais il y a des traditions partout, j'ai envie de dire. Elles ne sont pas forcément peut-être toutes bonnes, ou alors qu'avec le temps, il faudrait peut-être les faire évoluer, comme des mentalités qui doivent changer. Comment est-ce que tu t'y prendrais pour faire changer des mentalités sur ce genre de thème? Premièrement, c'est difficile et c'est très risqué de s'attaquer aux traditions et à la culture. Il est difficile d'attaquer une culture quand on promet une autre culture, parce que ça va créer forcément un conflit et ça ne va pas forcément servir de l'objectif de conservation. Bien sûr. Donc la première chose à faire peut-être, c'est d'essayer de comprendre les dynamiques locales, parce que chaque contexte est différent. Et ensuite,
de faire une segmentation de la population, de voir qui consomme la viande, qui chasse et surtout qui consomme la viande de brousse. Est-ce que ce sont les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux? Est-ce que ce sont telle ou telle classe sociale? Est-ce qu'il y a une distribution spatiale aussi de la viande de brousse, plus en milieu urbain, en milieu rural? Et ensuite, il faut trouver à chaque segment de cette population, qu'est-ce qui est important pour eux, pourquoi ils consomment la viande de brousse, et quelles sont les personnes qui peuvent nous aider à faire passer le message. Par exemple, des fois des personnalités, des célébrités qui peuvent nous aider à faire passer le message. Vient ensuite la création du message en tant que tel. Est-ce qu'on va proposer un message propositif qui propose un changement ou quelque chose, ou un message très négatif d'interdiction et de culpabilisation des gens qui veulent manger. Ça, c'est un choix à faire dans la stratégie. Et ensuite, une fois le message créé, la stratégie de communication déployée, on peut passer à une étape donc, de suivi-évaluation des impacts que ce message a, et si nécessaire, une adaptation du message en fonction des résultats du suivi-évaluation. D'accord, donc tu as peut-être réfléchi déjà à un message que tu souhaiterais faire passer aux téléspectateurs qui nous écoutent. Bon, très rapidement, premièrement, j'ai un message qui s'adresserait donc aux ONG et associations de conservation, qu'il est très important de toujours bien comprendre les dynamiques locales avant de pouvoir lancer des stratégies d'action, car chaque contexte est différent, il n'y a généralement pas de formule magique qui va fonctionner partout. Et ensuite, aux populations ici qui chassent et qui consomment la viande de brousse, peut-être de prendre conscience que la forêt n'est pas infinie, les animaux ne sont pas non plus infinis, et que ça n'a pas le même impact effectivement comme je le disais tout à l'heure, de tuer ou de manger un rongeur qu'un chimpanzé. Il y a certaines espèces qui sont protégées par la loi congolaise, et il y a des bonnes raisons pour ça en général. Ouais. Et bien sûr, comme tu disais tout à l'heure, c'est difficile de changer des traditions qui sont mises en place, sachant qu'on n'est pas du pays. Donc c'est sûr que c'est plus difficile et moins pris en compte, on va dire, par les autochtones. Mais par contre, il était important quand même de trouver des alternatives qu'on pouvait proposer justement aux gens soit de Pointe-Noire, soit dans des communautés, des petits villages, justement pour développer peut-être l'élevage ou l'agriculture, une autre manière aussi pour eux d'envisager le futur, sachant que comme tu l'as dit tout à l'heure, la viande de brousse n'est pas un produit, une ressource durable pour eux. Donc c'est important de trouver aussi de réfléchir dès maintenant à des alternatives qui peuvent être mises en place dans le futur. Donc on peut réfléchir probablement, comme tu dis, à des alternatives à la fois productives en termes de production de protéines animales, parce que la viande de brousse, malgré tout, joue quand même un rôle très important dans la sécurité alimentaire pour beaucoup de populations ici au Congo. Et des alternatives aussi en termes des alternatives génératrices de revenus, pour proposer d'autres sources de revenus aux chasseurs qui pratiquent la chasse commerciale. Ces alternatives donc, peuvent être des exemples classiques comme l'écotourisme, l'élevage aussi, la pisciculture. Et on pourrait aussi penser à des modèles de gestion durable de la faune, car la faune pourrait sans doute être exploitée de manière durable, mais il faudrait pour ça des modèles de gestion qui méritent des études, qui méritent l'engagement de beaucoup d'acteurs différents. Et c'est aussi vers ça qu'on devrait, je pense, se tourner, vers des modèles de gestion durable qui proposent donc des systèmes de quotas, par exemple, une répartition juste des prix, des zones de chasse, et à la fois appuyer ces modèles de gestion par des alternatives productives. Je sais qu'il existe déjà des systèmes de quotas, comme tu dis, mais le souci, c'est que ils ont du mal à être respectés, et ensuite les lois ont du mal à être appliquées au niveau de la loi pour retrouver justement ces individus qui font du braconnage, mais qui sont difficilement identifiables puisqu'ils choisissent des cibles pour justement être le plus rapide possible et après s'enfuir du lieu du carnage. Ouais. Donc c'est peut-être difficile de mettre ces quotas en place, sachant en plus que dans ces périodes de chasse, on a beaucoup de chasse illégale comme tu l'as souligné tout à l'heure. Je me demandais si ça ne serait pas possible d'interdire complètement la chasse à certaines périodes de l'année, mais en élargissant les sanctions, les peines envisageables aussi.
Premièrement, il est très difficile dans des milieux forestiers de faire appliquer la loi. Il n'y a souvent pas les moyens ni matériels, ni humains, ni financiers de faire appliquer la loi. Comment est-ce qu'on va aller? Il est difficile d'avoir des éco-gardes comme dans les parcs, partout dans les forêts du Congo pour, dès qu'ils entendent un coup de feu, aller sanctionner la personne qui a tiré un animal. Et deuxièmement, on a souvent vu que le pur renforcement de la loi n'est généralement pas efficace pour lutter contre la baisse des populations animales. D'accord. Mais il faut quelque chose de particulier pour pouvoir chasser, un document ou quelque chose au Congo, ou on peut chasser librement comme ça? Selon la loi congolaise, il faut vraiment un permis de chasse. Il y a différents permis de chasse. Les permis de petite chasse, de chasse villageoise, le permis de chasse scientifique également. Donc il faut un permis de chasse qui, dans les faits, presque personne n'a ce permis de chasse. Il faut aussi un permis de port d'armes, que dans les faits également, quasiment personne ne possède. Donc on peut dire qu'au final, presque tous les gibiers abattus sont abattus de manière illégale. Et si se combine à ça en plus les gibiers abattus par les techniques interdites pendant les périodes de fermeture et les espèces aussi qui sont protégées, qui sont abattues, on arrive presque au 100% des gibiers abattus qui sont abattus de manière illégale. D'accord, donc ça c'est un constat assez effrayant par rapport à la viande de brousse. Donc on a parlé de l'aspect sanitaire, on a parlé de l'aspect de la chasse en elle-même, la chasse illégale. Peut-être qu'on pourra en dire un peu plus sur la consommation dans les marchés. Qu'est-ce qui pousse réellement les gens à acheter la viande de brousse, mis à part cet aspect de tradition et cette envie de protéines tout simplement? Est-ce qu'on ne pourrait pas les pousser à consommer autrement? Premièrement, ce qui les pousse à consommer, déjà on voit que la viande de brousse est en général plus chère que d'autres protéines animales. Donc vous vous demandez pourquoi les gens se tournent vers cette viande-là. On a vu que c'est beaucoup une consommation de luxe aussi, et pour faire plaisir à quelqu'un, pour honorer quelqu'un, on va lui servir de la viande de brousse. Il y a aussi cet aspect de traditionnel et culturel qui est très fort, très ancré dans les mentalités ici au Congo. Et ensuite, pour essayer de faire changer les gens de comportement, il y a en ce moment à Pointe-Noire un projet qui vise justement à modifier les habitudes de consommation des gens en utilisant la théorie du changement. Donc avec les étapes que j'ai déclinées tout à l'heure, la compréhension du contexte, la segmentation de la population, la compréhension des besoins des gens et la création d'un message adapté en fonction justement de toute une étude qui a été faite avant pour voir comment toucher les gens, voir qu'est-ce qui les importe et comment est-ce qu'on peut essayer de leur faire un peu changer ces habitudes de consommation. D'accord. Donc tu nous parlais de la viande de brousse sur les marchés, que c'était une viande de luxe, mais c'est aussi, d'après ce que j'ai entendu, une viande à bas coût qui peut aussi se faire s'échanger en petite quantité, donc qui peut être accessible aussi pour les plus pauvres, j'ai envie de dire. Donc ça agrandit aussi ce système de consommation qui, au final, la viande de brousse devient un produit accessible pour tous. Oui, avec le système ici sur les marchés, des petits tas de bouts de viande qui vendent des fois à 1000 ou 2000 francs, c'est une viande qui peut être accessible facilement pour une très grande partie de la population. Et avec ce système également, on peut avoir encore moins de suivi sur cette viande-là. Quelle espèce on est en train d'acheter, comment on peut savoir quelle espèce on est en train d'acheter quand on a déjà des petits bouts comme ça coupés? Est-ce qu'on va savoir si c'est du potamo-chère ou bien du rongeur ou bien un grand singe comme le gorille? Là, ça va être difficile ensuite de faire un suivi justement de la viande. D'accord, donc on peut très bien manger dans nos assiettes, si on mange de la viande de brousse, une viande peut-être même issue d'une loi alors que l'animal est intégralement protégé. C'est tout à fait possible. C'est possible. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le goût, on pourrait très bien lui faire manger n'importe quelle viande en lui disant c'est du gibier d'antilope par exemple. D'accord. Et c'est vrai qu'on parlait de cet aspect qui était une viande qui n'était pas durable, qu'on ne pourrait pas chasser cette viande éternellement au Congo, surtout de manière massive comme ce qui se passe actuellement. Donc je me demande pourquoi on n'intensifie pas un peu plus l'élevage, ou alors on ne se diversifie pas sur des techniques d'élevage. Bon, ça doit être des politiques
les incitations justement à l'élevage et la pisciculture par exemple pourraient être issues de politiques ou même de projets de certaines ONG. Il y en a qui font ça. Le problème avec les projets d'ONG, c'est souvent une fois que le projet est fini, qu'il n'y a plus de financement, souvent le projet s'arrête et s'il n'y a pas eu assez de capitalisation et d'appropriation par les populations, souvent le projet tombe à l'eau. Bien sûr, non, c'est pour ça que je dis ça, alors que je n'ai pas étudié le contexte. Bien sûr. Et il y a aussi c'est pour ça que je pense qu'il est aussi très important de faire ce que je disais tout à l'heure, de bien comprendre les dynamiques locales, d'impliquer les populations au maximum et aussi de développer des systèmes de gestion durable de la chasse. La chasse, elle n'est pas durable actuellement en fonction des grandes demandes urbaines surtout, et aussi du fait que les populations chassent des espèces qui sont également protégées. Mais si au niveau local, on arrivait peut-être à faire des projets de gestion durable de la chasse en proposant également à côté, comme on a déjà parlé, des alternatives productives et génératrices de revenus, ça pourrait être des modèles qui deviendraient durables avec l'établissement de quotas, de périodes de chasse, adaptés en fonction de la région propre, un système de règles communautaires, un système de sanctions aussi établi par la communauté. Donc voilà, un système établi par la communauté aura plus de chances d'être respecté qu'un système national qui de toute façon est très difficile à faire appliquer. Bien sûr. Ce système, justement, que tu parles établi par la communauté, je pense que ça va vraiment toucher, que ça pourrait toucher en tout cas, la chasse vivrière. Ceux qui vraiment chassent de manière à survivre en fait. Donc par contre, si on a une chasse rémunératrice, je pense que ces gens-là n'en ont rien à faire, qu'on leur propose d'autres choses ou qu'on leur propose d'autres débouchés. Ils ont toujours, à mon avis, cette image de se faire plus d'argent, puisque ça va continuer quand même à avoir un engouement pour les produits de luxe, j'imagine. Oui. Bon, c'est un sujet très complexe, Ouais, comme je dis, il n'y a pas de solution miracle ni immédiate. Ça passe par beaucoup d'études, beaucoup de discussions aussi avec les différents acteurs, des organisations présentes, les acteurs des communautés, les acteurs aussi de la chaîne de valeur de la viande de brousse. Mais je pense vraiment que des modèles de gestion communautaire pourraient apporter certaines solutions. Ce pas des solutions miracles évidemment, mais il y aurait déjà plus de contrôle aussi sur les flux de viande de brousse qui vont du rural jusqu'à l'urbain. Et peut-être que ça motiverait aussi certaines communautés à protéger leur forêt contre les invasions extérieures de chasseurs qui viennent, des chasseurs étrangers, qui viennent chasser massivement la viande pour ensuite la faire sortir et la vendre. Bien sûr, ça créerait, pour moi c'est logique, ça créerait plus d'emplois, ça permettrait aussi à ces populations locales de se valoriser, surtout sur le plan écotouristique que tu nous as parlé tout à l'heure. C'est vrai que c'est un aspect assez incontournable si on veut justement arriver à protéger ces animaux de viande de brousse. En fait. Donc là on arrive, comme vous le savez, à la fin de ce reportage. Donc on a eu le plaisir d'avoir les témoignages de François Sandrin, qui nous a éclairé sur un sujet aussi vaste que complexe qu'est la viande de brousse. Donc nous on se retrouve pour une prochaine émission. Je vous remercie de votre fidélité et à bientôt. Merci.